La conversation suivait son cours dans l'atelier de Paladon depuis presque 1 heure, mais une chose semblait revenir systématiquement. Orvin préparait quelque chose en rapport avec l'ancienne civilisation, la question était de savoir quoi. Le conseiller coupa court aux échanges en posant la balle à la base du débat. Nous n'avancerons pas plus loin dans nos conclusions sans mettre la main à la pâte. Vous comptez mettre Orvin aux arrêts ? Je compte mettre les choses au clair. Auréline est partie hier vers Shyster pour capturer Galen, ou à minima prendre le contrôle de la ville et enquêter sur ses agissements. Mais je ne peux pas quitter Kikkenham. La capitale doit avoir au moins un conseiller pour la diriger et la défendre, qui plus est en ces temps troubles. C'est pourquoi j'aimerais vous demander votre aide. Les Cantoïdes s'observèrent sans véritablement comprendre en quoi Paladon avait besoin d'eux spécifiquement, alors qu'il possédait des soldats et des monstres pour le faire. Le vieil homme nota la surprise de ses interlocuteurs et clarifia son propos. Vous êtes impliqué dans cette histoire et vous avez connaissance de ses tenants et de ses aboutissants. Vous m'avez également parlé de votre ami détenu par Orvin. C'est une occasion que je vous donne, non pas parce que je vous fais confiance, mais parce que je sais que nos intérêts convergent. Vous pouvez refuser, mais je vous donne l'occasion d'aller à Fondrive, de mettre au clair les agissements d'Orvin en votre nom et de libérer votre ami. Si je peux me permettre, conseiller, je pense que nous devrions aussi nous inquiéter de Galen. S'il possède des informations, nous devons les obtenir, mais je doute que la conseillère Auréline ne s'encombre d'interrogatoire. De plus, nous sommes face à un grave problème politique. 2 conseillers parmi les 4 ne sont plus aptes à assurer leurs fonctions. Shyster et Fondrive se trouvent donc officiellement sans dirigeant, mais elles continueront certainement de suivre Galen et Orvin. Paladon ferma les yeux en croisant les bras, semblant réfléchir à la question et au risque non négligeable de guerre civile. Quand il les rouvrit, il s'exprima avec un ton ferme et critique. Je pense que vous omettez quelques détails, représentant de Beryl. Ce que vous dites est vrai pour Shyster, mais malgré ses agissements supposés, Orvin est toujours conseiller. Et il le restera en vertu du traité de Kikkenham, nous ne pouvons pas le destituer. C'est aussi une des raisons pour laquelle je demande à vos amis Cantoïdes d'agir à notre place en leur nom propre. Quant à Galen, quoi qu'Auréline fasse, elle a 24 heures d'avance sur vous. Et nous n'avons pas de monstre capable de téléportation à disposition, ni le temps d'en trouver un et de le réquisitionner. Quoi qu'on fasse, elle arrivera demain matin au plus tard, et on ne pourra pas l'empêcher d'agir selon son bon vouloir. Beryl sembla dépité l'espace d'un instant, tentant de trouver une solution à ce double problème, mais Titian intervint alors. Edinburgh est à moins d'une demi-journée de Kikkenham, n'est-ce pas ? Oui, mais quel rapport ? Titian esquissa un sourire satisfait, comme s'il était fier d'avoir trouvé la réponse à une énigme. Dans ce cas, c'est facile, on pourra arriver en même temps qu'Auréline à Shyster. Qu'est-ce que tu racontes encore ? On a un monstre psychique, et un puissant en plus. Le visage de Beryl s'illumina à la mention de Titian. Ralph, elle pourra se téléporter. Paladon les coupa dans leur discussion avec un regard à la fois sévère et accusateur. Il ne me semble pas que vous ayez une licence pour la possession d'un monstre de catégorie 3, mais bon, passons pour le moment. Que comptez-vous faire à Shyster, hormis empêcher Auréline de tuer Galen pour l'interroger ? L'expression de Beryl se fit plus sérieuse et elle lança un regard à Magenta avant de redresser sa posture en affichant une détermination non feinte à Paladon. Je pense savoir comment reprendre les rênes de Shyster avec l'approbation de ses habitants. Le son des explosions et des combats continuaient de survenir de manière sporadique dans les rues de Shyster. Les citoyens s'étaient retranchés dans leurs habitations, tandis que les soldats de Galen opposaient une résistance farouche à l'escadron d'Auréline. Le corps encore fumant d'un monstre s'écroula devant elle et Bachamo, rejoignant à terre le cadavre de son propriétaire. Un soldat galaréen se présenta alors à elle, tandis qu'elle époussetait son épaule avec nonchalance. Nous avons pris le contrôle de la périphérie urbaine, mais le centre et le palais opposent toujours une forte résistance. Qu'en est-il de Galen ? Il n'a pas encore été localisé. Concentrez-vous sur le site archéologique au nord et sur l'usine de raffinage. Vous ne pensez pas qu'il sera au palais ? C'est là que la résistance est la plus forte. Si Galen est ici, il sera caché à l'endroit qu'il maîtrise le mieux, et ce Korata de bibliothèque ne vit littéralement que pour son Nether Quartz. Auréline fit signe à Bachamo de la suivre, ils se mirent en marche. Son subordonné lui courut après, surpris du départ impromptu de la conseillère. « Madame, où est-ce que vous allez ?»« Je viens de vous le dire. »« Mais c'est trop dangereux, la zone n'est pas sécurisée, vous devriez... » Dangereux pour vous, pas pour moi. Je n'ai pas de temps à perdre avec votre inquiétude de façade. Et je peux être celle qui séparera la tête de ce traître du reste de son corps. Préparez vos hommes à l'assaut, capitaine. La conseillère stoppa la conversation et prit la route de l'immense usine de raffinage d'Ener Quartz, jouxtant les ruines de l'ancienne civilisation, et construite à flanc de montagne au nord de Shyster. Le garde bouscula Azur pour la forcer à s'avancer vers la cage de Latias. La créature semblait faible et sa peau fumait encore suite à la décharge électrique qu'elle avait subie.
Plusieurs chercheurs s'attelaient à préparer les mesures de sécurité et à vérifier la solidité des liens du monstre sous le regard neutre d'Orvin qui s'était reculé d'un pas pour céder la place à sa captive. Elle manipula dans une grimace la sorte de collier mécanique que les scientifiques avaient accroché à son cou, a priori pour capter ses données biométriques. Vous pourrez pas m'épouser si je meurs, vous savez? Nous ne sommes plus à Jokanto, ne vous inquiétez pas. Nous avons mis en place des protocoles de sécurité, vous ne risquez presque rien. Presque. L'un des scientifiques donna des instructions à ses assistants avant de demander son approbation à Orvin. Nous sommes prêts à retirer les œillères de la femelle, Seigneur. Le conseiller hocha de la tête et une paire d'hommes se positionnèrent de part et d'autre de la créature dont le crâne était couvert par un casque d'acier occultant et relié à une machinerie complexe qui dépassait la compréhension d'Azur. Le garde qui l'avait forcé à avancer se recula et après un compte à rebours, les œillères de métal du casque s'ouvrirent dans un claquement mécanique. Le regard de Latias croisa instantanément celui d'Azur et les deux se figèrent. Plusieurs capteurs se mirent à réagir, imprimant des courbes et des informations en continu sur des rouleaux de papier semblant anachroniques dans les mains des analystes qui manipulaient ces technologies avancées. La liaison est faite, les données indiquent un stress intense, mais les constantes vitales sont normales. Azur paniqua l'espace d'un instant quand elle se sentit perdre pied. Mais la mémoire de sa précédente expérience lui permit de retrouver plus rapidement son calme quand la voix de la créature résonna dans son esprit. L'adolescente ne ressentit alors qu'une profonde détresse et une douleur indicible. Seigneur, les capteurs perçoivent une forte activation nociceptive, elle souffre énormément. Orvin observa le visage contorsionné d'Azur sans la moindre empathie pour la douleur qu'elle pouvait ressentir, et il l'ignora tout autant que les commentaires inquiets de ses subordonnés. Continuez l'expérience. Azur ressentit comme une sensation de lutte, comme si elle se trouvait piégée avec une autre personne dans une boîte trop petite pour deux. Elle souffrait à la fois dans son moi propre, mais également via une conscience extérieure à elle-même, sans vraiment comprendre ce qui lui arrivait. Elle finit cependant par saisir, après une éternité, que ce qu'elle ressentait était en fait une empathie poussée à son paroxysme, à tel point qu'elle subissait physiquement les mêmes souffrances que la créature qui partageait la lisière de son esprit. Je ressens peine, peur, incertitude. La voix avait été douce, mais elle résonna comme induit dans la psyché d'Azur, comme s'il s'agissait de ses propres pensées. Sans vraiment le savoir, elle assimila ce qu'il se passait, transmettant ses propres émotions à la créature, dans une volonté presque instinctive d'écluser ces dernières pour laisser la place à celle de son interlocutrice mentale. Prisonnière, douleur, identique. La voix douce était muée en une sorte de complainte compréhensive, un chant mélancolique, presque comme une tentative de réconfort. Puis soudain, la liaison se coupa et Azur tomba à genoux, en sueur et des larmes coulant de ses yeux tandis qu'elle essayait de résister à l'immense sensation de vide qui venait de l'envahir, l'agitation autour d'elle semblant comme évanescente et irréelle. Les scientifiques s'attelaient autour de la créature dont les œillères avaient été refermées, et l'adolescent tourna lentement la tête vers Orvin qui la dépassa avant de poser un doigt sous l'œil cloisonné de Latias. Il en tira une goutte du liquide opalescent et légèrement scintillant qui coulait abondamment sur la joue du monstre avant de la porter à son regard. La rosée d'âme.